Surveillance is showing heavy Foot Clan activity. They're taking hostages. Let's rock and roll. Go! Woo! This is our city. That's what I'm talking about. Like shadows in the night. Yeah. Completely unseen. Who's that? It's a camera flash. Give me the camera. Oh, look, he's doing his Batman voice. Back off, Raph. Do not say a word about this to anyone. If you do, we will find you. Yeah, we'll find you. I'm sorry, that came across super creepy, okay? That's... We will find you, though. Après les chauves-souris, des tortues, et des tortues, pas des tortues, pas la tortue géniale, plutôt des tortues ninja, et mutants, et adolescents. Et adolescentes. Alors, Tortue Ninja, bon bah voilà, c'est un petit peu, là ça va être un peu la côté Madeleine de Proust de l'émission, puisqu'on va revenir un peu sur une série qui a un petit peu bercé notre enfance, puisque on était en plein dans le dessin animé des années 90, un petit peu nous, donc on a vécu un peu l'un des plus grands dessins animés, il y a eu 10 saisons je crois de ce dessin animé. Donc voilà, c'est une des plus grosses, un des plus gros dérivés de cette saga. Avant de revenir sur la sortie du nouveau film et donc du Blu-ray du film des années 90, le film live des années 90, Fabien, tu vas peut-être me faire un petit peu un origin story des Tortues Ninja. Oui, en plus c'est marrant parce que cette année, les personnages fêtent leur 30e année. Les Tortues fêtent leurs 30 ans cette année, donc... c'est prétexte à moult incarnations et déclinaisons. Il y a un bouquin qui sort, il y a un documentaire qui s'appelle Turtle Power aussi, qui vient de sortir en DVD, qui est très intéressant. Bon, bah, Tortue Ninja, c'est très simple, c'est deux potes, deux auteurs de comics, Peter Laird et Kevin Eastman, qui avaient envie d'inventer un nouveau comics, mais en même temps un petit peu de destroy le genre de l'intérieur, avec une espèce de souffle parodique, j'ai envie de dire. Donc, un soir, à un comptoir, ils ont dessiné une tortue avec des... je crois que c'est Michelangelo le premier, ou Raphaël, vous me confirmerez. C'est un personnage de Tortue Ninja, et apparemment ils se sont dit, c'est complètement fou comme truc, et ils étaient pétés de rire en dessinant leur personnage, et ils se sont dit, bah, on fait. Et l'ont fait. Ouais, mais ils ont gagné plein d'argent. Voilà, et le but c'était de faire une espèce de contre-réaction cette tendance du Japon omniprésent qu'il y avait chez par exemple Frank Miller, entre les Daredevil à influence japonaise, Ronin et tout ça. Cette grande période-là un petit peu. Grande période japonisante pour Frank Miller. Puis c'est vrai que le Japon commençait un petit peu à contaminer toutes les classes supérieures des États-Unis à cette époque-là. Tu avais tous les films de ninja, de kung fu. Ça, c'était à la même époque de Piège de cristal aussi. C'était un peu avant. Ouais, effectivement, le Piège de cristal, t'avais Nakatomi Plaza, ou même t'avais Black Rain ensuite avec Michael Douglas. Donc il y avait cette influence du Japon. Ils pensaient aux États-Unis que le Japon allait les gouverner un peu, quoi. C'était un peu les. C'est ça. Voilà, comme maintenant avec la Chine notamment, qui est super présente dans beaucoup de productions. Est-ce que j'allais dire... Oui, tu as une petite anecdote, je crois, avec Daredevil et les Tortues Ninja. Oui, alors la légende urbaine veut que le petit garçon qui tombe avec le bocal des tortues... Dans les comics, oui. Dans les comics, voilà, même dans le dessin animé aussi, mais plutôt dans les comics, serait Matt Murdock, le futur Daredevil. Ce qui jouerait du coup sur vraiment l'idée de la parodie de ce genre-là, quoi. Exactement. Le dérivé, vraiment. Donc ouais, donc au début ça a été un comics édité en noir et blanc, un peu assez violent, plutôt pas sombre, mais c'était une parodie, mais qui était quand même assez violente, assez forte, quoi. Ça a été fait sans support d'une grande maison d'édition. C'est pas Marvel, c'est pas DC, c'est vraiment. Ouais, t'as un tracé très épais, vraiment indépendant. Vraiment du là. coup, voilà. Et ensuite, il y a eu la série télé qui a vraiment beaucoup marqué. D'ailleurs, les gens font surtout référence à cette série télé-là, à ce dessin animé. Ouais, à la base. Ça a cimenté vraiment l'intérêt du public pour ces personnages-là. Et ça a duré quand même 10 saisons. Série qui a donné les couleurs aux personnages aussi. Exactement. Parce qu'avant, ils avaient tout le bandeau rouge. Et ensuite, donc du coup, on a eu plusieurs dérivés, mais c'était l'apogée un petit peu dans les années 90, c'était l'arrivée justement des films live. Oui, tout à fait, ouais. Donc il y a eu, on bouffait du Tortue Ninja de partout, hein, jouets, pyjamas, jeux vidéo, tout ce que tu veux, on mangeait, buvait Tortue Ninja. Et on peut dire, nous, égoïstement, que ça nous appartient. C'est vraiment à nous. On était quand même la cible. C'est à nous, les Tortues Ninja. C'est à nous, c'est nous la génération Tortue Ninja, la cible de base, c'était nous. C'est pour ça qu'on voit ça comme quelque chose de très nostalgique. Et effectivement, ils ont fait les 3 films. Donc le premier, qui date de 1990, qui est réalisé par Steve Barron. Il y a eu 2 autres suites qui ont été réalisées en 91 et en 93, qui sont des films assez oubliables. Ouais. Donc voilà,
Puis ensuite, il y a eu d'autres incarnations, d'autres dessins animés. Il y a eu une série live faite par Saban, donc producteur des Power Rangers. Très oubliable. Et d'ailleurs, il y a même eu un crossover entre les Tortues Ninja de cette époque. Série live. Ça avait même créé une 5e Tortue Ninja. Oui, une fille. Vénus. Une Tortue Ninja pour un peu amener un public féminin, quoi. Et ce qui n'a pas dû être le cas, mais c'est pas grave. Et après, il y a eu aussi un film sorti au début des années, dans les années 2000. 2007, donc produit par Imagi, qui était une boîte de prod américaine qui a fait faillite très très vite, mais qui a sorti, je crois, du coup qu'un seul film. Non, ils ont fait Astro Boy aussi. Non, qui n'est pas sorti, c'était en pleine production quand ils ont fait faillite. Ah, oui, ils étaient en train de le faire. Ils devaient faire Gatchaman aussi. Astro Boy et Gatchaman. Et ça s'est planté au monde Astro Boy, du coup. D'ailleurs, je crois qu'il y a bien la moitié d'un film qui est fait quelque part dans un placard d'un huissier aux États-Unis, quelque part. Quelque chose comme ça. Et en tout cas, ils avaient fait ce film en 3D de Tortue Ninja, qui était une version un peu plus sombre. Déjà les Tortues. Oui, puis ça donnait un autre élan à Tortue Ninja, c'est-à-dire qu'on voyait vraiment toute la potentialité, on va dire du ninjutsu, des mouvements sur les toits, etc. C'était pas un origin story en plus, c'était vraiment assez marrant. C'était Raphaël qui voulait devenir un vigilante avec un casque, une armure. Mais c'est toujours un peu Raphaël qui essaye de tirer son. Oui, ça a toujours été un peu lui, même dans le film live là, c'est Raphaël qui fait l'interaction avec April au début. C'est le bad guy. Et puis bon là, voilà, c'est le gros retour des Tortues Ninja parce que Nickelodeon a produit un nouveau dessin animé depuis quelques années. Et le nouveau film. Donc c'est la Paramount, avant c'était la Fox qui produisait, c'est la Paramount qui produit le nouveau film sous l'égide de Michael Bay, et l'idée est clairement de faire une franchise à la Transformers, quoi. Donc Michael Bay, il est pas bête, il prend sa recette de Transformers et il dit je vais appliquer la même chose, sauf qu'à la place des robots, je vais mettre des tortues. Et donc on a le même humour potache, on a le même goût pour les explosions, le même côté clinquant, brillant, le même placement de produits. On a des placements de produits assez intéressants dans le film. Voilà, on est vraiment dans du Michael Bay, sauf que c'est pas Michael Bay, c'est un artisan, un yes man, un peu ce qu'on appelle un yes man, c'est-à-dire qu'un mec qui n'est pas forcément d'identité propre, qui a fait malléable. La suite du Choc des Titans, et qui avait fait aussi Battle Los Angeles. C'est Jonathan Liebsman. Voilà. Et donc il n'a pas un style très identifié. Par contre, c'est l'arrivée pour la première fois dans un film live de Tortue Ninja en CGI. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une comparaison entre les Tortues Ninja, la nouvelle version, et puis les Tortues Ninja live des années 90, puisque tout bêtement, il vient de ressortir en Blu-ray, le premier film. Donc c'est un bon moyen de faire une comparaison, un petit peu de comparer le vieux et le neuf, la nouvelle génération contre l'ancienne. En fait, en reprenant les titres français, c'est les Tortues Ninja versus Ninja Turtles. Oui, c'est ça. Parce qu'on a même américanisé le titre depuis il y a plus de saison. Encore américanisé, mais c'est même pas encore le titre américain. Parce que normalement, c'était MNT dans tous les cas, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de polémiques parce qu'à la base, je crois dans la version de Michael Bay, ils voulaient en faire des extraterrestres, puis ça a été changé. Shredder devait être anglais, puis finalement ils l'ont refait japonais, mais on sent que c'est des reshoots par rapport au film. Ouais, sûrement, oui. Bon alors, et je vais peut-être un petit peu parler déjà par rapport à l'histoire. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous préférez? Parce qu'on est un petit peu entre les deux quand même sur cette nouvelle version qui était présentée comme étant catastrophique et qui finalement nous a pas forcément totalement déplu, hein, on va dire ça. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais donc du coup, qu'est-ce que vous avez pensé déjà en termes d'histoire? Est-ce que vous avez trouvé que cette nouvelle version donnait quelque chose de plus par rapport à l'ancienne? Disons que la version de 90 est très fidèle aux comics de base. Donc du coup, on a une histoire qui est très imprégnée de culture japonaise. On insiste beaucoup sur les origines de Splinter qui sont au Japon, les origines de Shredder, donc Orokusaki qui sont au Japon. Et ça justifie pourquoi ces tortues mutantes sont des ninjas. Donc du coup, on a le background culturel qui fait que ces personnages-là sont légitimes en tant que ninjas. Donc du coup, ça c'est quand même important. Tu parles du nouveau film? Non, du film original. Ah oui, je parle du film original. Tu m'as fait peur. Non, je parle du film original. C'est un film aussi qui illustre le New York de la fin des années 80, c'est-à-dire une ville rongée par la criminalité. Ouais, alors faut peut-être le dire un peu pour les gens. C'est vrai que le New York début des années 90 ressemble plus du tout au New York de maintenant. C'est-à-dire que c'est un New York il y avait beaucoup de criminalité, c'est un New York beaucoup plus sombre, beaucoup plus sale aussi, où il y avait pas eu, c'était plus fumant, poisseux. Oui, et puis vers le milieu fin des années 90, ça a été au fur et à mesure rénové, réhabilité, et maintenant on a un New York vachement plus moderne, etc. Voilà, je me fais un petit écart, c'est pas pour rien que le nouveau film Equalizer se passe plus à New York. Voilà, ça se passe, je sais plus, à Boston
jeune, alors que le film des années 80, justement, montrait New York comme une espèce de Oui, dépotoir. parce que New York, c'est égal criminalité. Voilà, Je crois que c'est la deuxième ville la plus criminelle, enfin, avec le plus haut taux de criminalité du monde. C'est ça. Et quand tu vois le début du film des années 90, c'était, ça parlait de ça. C'était une voix off qui disait la ville est rongée par la criminalité. Exactement. Et ça te fait revenir à cette idée-là. Et du coup, c'est aussi pour ça que tous ces films de New York sont très sombres aussi. Même les Tortues Ninja, c'est un aspect assez brut, hein, on sent vraiment le côté sale de disons que quand tu vois par exemple les films d'Abel Ferrara de cette époque-là où tu vois ce New York crade, c'est pas un film d'Abel Ferrara, mais je dis on est quand même dans l'extension d'un côté des films d'Abel Ferrara de cette époque-là. New York, t'es obligé de le filmer comme ça. Les films de vigilance fantaisiste oui, voilà. Le Clan des Foot, c'est juste une extension, on va dire, fantaisiste de cette criminalité urbaine ultra réaliste. Et d'ailleurs, un des personnages qui manque dans cette nouvelle version, et pour moi manque cruellement, même si je comprends que du coup elle fait plus date, c'est le personnage de Casey Jones, qui est le personnage avec le masque de hockey, et qui était un personnage que j'aimais beaucoup et qui était très présent dans la version des années 90, tout bêtement, parce que c'est lui qui faisait plus ou moins l'introduction de cet univers-là, parce que c'était un univers où il y avait plein de vigilantes en fait, plein de nouveaux justiciers amateurs qui essayaient de se battre, et c'est à ce moment-là que les Tortues Ninja arrivaient. Tu mettrais maintenant Casey Jones c'est un peu compliqué, alors en plus la version Michael Bay c'est avec un truc de hockey ultra technologique où il peut faire des explosions, je sais pas ce qu'il ferait avec, je pense que ça serait Mark Wahlberg d'ailleurs, Casey Jones, un truc comme ça, mais voilà, c'est vrai que c'est plus la même époque quoi. Non, c'est sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu vois la version de 2014, c'est le New York des super-héros, c'est-à-dire c'est un New York totalement réhabilité, coloré, un peu hipsterisé aussi. Genre, très hipster. Voilà. Il y a un détail qui tue pour moi, quand Megan Fox part, elle fait du vélo, elle traverse la ville en vélo. Et ça c'est un truc où tu te dis, tu traversais pas la ville en vélo comme ça dans les années 90, c'était un peu compliqué. Enfin, tu imagines pas ça. Là, c'est un côté ultra. Il fait beau, il y a de l'herbe, on prend un vélo pour traverser certaines villes de New York. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans d'autres films de New York. Il y a eu Premium Rush récemment. Il y a eu même les poupes Castel chinois. Il y a Romain Duris qui a il travaille comme coursier, donc c'est une ville plus libérée, moins polluée en fait. Puis il y a une différence de présentation dans le personnage d'April. Là, dans le film original, tu la vois, elle commente justement le taux de criminalité new-yorkais. Là, tu la vois faire un cours d'aérobic en plein Times Square, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même ville. Et justement, dans la version de 2014, tu es obligé de créer une autre forme de criminalité qui est inspirée des films de super-héros qu'on a actuellement, c'est-à-dire une criminalité ultra fantaisiste, pour créer une nouvelle forme de menace. Et c'est dommage parce que la nouvelle version, elle est complètement expurgée de toute la culture japonaise. Enfin, on va dire qu'elle est rajoutée, mais un peu... Voilà, on se dit, voilà, on va trouver une espèce d'intrigue avec William Fichtner qui a été éduqué au Japon, mais qui a connu Shredder et tout ça. Et tu dis, ça aurait tellement été plus simple de raconter cette histoire de rivalité, même de reprendre l'histoire du dessin animé original, c'est-à-dire le maître japonais qui devient lui-même le rat, tu peux reprendre le dessin animé, et à faire une histoire de vengeance perpétuelle, on va dire une espèce de terrain, où New York serait une espèce de terrain de jeu entre les tortues et le clan des foot. Tu vois ? Parce que c'est ça aussi. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont changé l'origin story du film. Je pense qu'ils avaient. Je me suis dit aujourd'hui qu'ils avaient des problèmes avec cette imagerie du rat qui s'entraîne et qui fait des arts martiaux dans sa cage. Je me demande et là ils n'ont plus de problème là. Là, c'est vraiment le gros problème du film, c'est les origines. Comment ils expliquent ça ? Comment ils amènent déjà le fait qu'il y ait le mutagène, etc. Que Splinter, voilà, il grandit plus vite que les tortues. Mais c'est surtout comment ils amènent le ninjutsu à Splinter pour qu'il le communique aux tortues et qu'il leur apprenne les bases de l'art du ninja. C'est impossible, c'est pas croyable. Tu peux pas te dire que lui va devenir un grand maître comme ça, comme c'est présenté dans le film. Et ça, c'est impossible. Ça, c'est marrant parce que ça me fait penser beaucoup à la comparaison du Spider-Man de Sam Raimi, du Music Spider-Man, où dans le Spider-Man de Sam Raimi, il devient catcheur. Et là, il voit juste un mec avec un masque de catch et il dit je vais devenir un super-héros. C'est pareil, c'est juste on évacue une grande partie de la mythologie pour aller à l'essentiel, parce qu'on se dit si le mec il devient catcheur, c'est pas crédible. Là, dire si le mec il est... C'est clair que moi, vraiment la sensation que j'ai eue, c'est que je me suis dit, en gros, dans cette nouvelle version, ils veulent faire du super-héros, mais ils veulent pas... Enfin, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre que des Tortues Ninja. Bien sûr. Peu importe la franchise. En fait, ils ont pris une franchise et dit qu'est-ce qu'on peut faire comme franchise où on peut faire des super-héros. À Paramount, ils sont en manque de super-héros. Ils disent faux parce qu'ils ont perdu tout Marvel depuis le début. Et donc, du coup, ils se disent merde, il nous faut des super-héros. Et ils ont pris n'importe quoi, mais ils auraient pu prendre.
J'allais dire War the Duck, mais ça marche moins. Ouais. Non, non. mais, Ça, c'est clair. mais pour rester dans le côté animalier, ils auraient pu prendre le Shark, tu sais, les trucs de dessin animé. Ah oui, Shark, ou Battletoads. Ou Battletoads, oui, avec les souris. Parce qu'il y a eu Non, beaucoup non, de. non, c'est les grenouilles. Ah oui. Battletoads, c'est les grenouilles. Et les souris, C'est Biker Mice. Biker Oui, Mice, c'est génial. Ah, ça c'était Oui, parce que vachement. les années 90, Ah, c'est Shark ça a été- Attack, sinon. ça a été un grand monde de séries télé avec des animaux qui parlent, qui se battent. Ouais. C'est vrai. Alors, du coup, moi je suis un peu déçu quand même parce que je pensais voir plus les tortues. Je m'explique. C'est-à-dire, dans cette version-là, tu avais quand même les tortues qui arrivaient à 5 minutes du film. Là, dans le nouveau, je pense que c'est un petit quart d'heure qu'il faut attendre. En fait, tout est basé sur le personnage d'April O'Neil. Oui, tu vois, ici, April O'Neil amenait toutes les connexions, d'accord, à l'aller vers la criminalité. Et du coup, Casey Jones, Tortue Ninja, ils se dirigeaient vers la criminalité, ils se retrouvaient tous. Dans la nouvelle version, c'est le personnage principal donc d'April O'Neil qui va tout reconnecter via le passé, etc. Tout est déjà connecté comme dans Gotham. C'est bizarre, ils veulent tout resserrer entre les personnages, c'est bizarre. Et du coup, bah, on reste tellement avec April O'Neil et son caméraman. Vernon. Je pouvais plus l'encadrer lui, mais c'est pas grave. Du coup, pas mal pour un caméraman. Exactement. On va me faire beaucoup de blagues à Cinéphase, c'est un peu. C'est les rois de l'humour, c'est les un peu rois le de créneau, l'humour. voilà. Non, mais le problème c'est que du coup, on reste trop avec Prochaine dans les grosses têtes. April O'Neil. À Sergi, tu au laisses gymnase de Jean-François. Ok, merde, excuse-moi, mais c'est utile. On reste trop avec April O'Neil et du coup, on n'a pas assez de moments, on va dire, intimistes avec les Tortues Ninja. C'est-à-dire que là, on va pouvoir voir un... Mais qu'est-ce que tu attends par un moment intimiste? Bah justement, je t'explique, regarde. Là, on va voir une scène de repas entre les tortues et Shredder, par exemple. Que là, dès qu'on voit les Tortues Ninja... oui, ouais, parce qu'en fait, ils sont tous potes. À la fin, ils se Shredder, avec ses griffes, en fait, il coupe facilement les Tortues Ninja, enfin les pizzas. Et non, et en fait, dans le Michael Bay... Bon, je sais que c'est pas lui, mais on a l'impression. Oui, mais c'est lui qui est producteur. Dès qu'on voit les Tortues Ninja, d'un coup ça part, tac, le combat contre les Tortues etc. Ninja, ils sont d'ailleurs, et là on va passer au design parce qu'il faut quand même qu'on avance. Les Tortues Ninja sont vachement plus massifs dans le nouveau. Ce qui est un truc que j'aime assez bien parce que je les trouve en forme physiquement. Je me dis, c'est assez marrant parce que dans la version qu'on avait nous des années 80, ils étaient assez petits. C'était d'ailleurs c'était des ados. C'était des ados, mais ils étaient tout petits quand même. Alors que là, c'est des masses. C'est vraiment ils sont au-dessus. Ils font 2 mètres de plus. C'est des mutants. Ouais. Et donc c'est déjà un gros changement de. Déjà, et en plus, il t'explose un cargo dans la version de maintenant. Alors que dans celui d'avant, c'était pas ça, quoi. Ça, c'est le post. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré? Enfin, qu'est-ce que vous pensez des animatroniques face au CGI? Chaque version a ses avantages et ses inconvénients. Fabien, c'est l'homme du compromis. J'ai un problème, des voisins qui s'engueulent. Appelez Fabien, il résoudra les problèmes. Équaliseur. C'est son but. Disons que l'animatronique, c'est bien parce que tu vois les mecs exécuter les combats à l'écran. C'est un artisanat qui est assez complexe. Tu as la texture. La texture, c'est très, très charnel. Parce que je veux dire, quand tu vois Raphaël en train de déprimer dans son bain, bah tu vois quand même la flotte sur la carapace et c'est cool. Voilà, c'est quand même pas mal. Du coup le masque quand même offre pas mal d'expressions. C'est limité mais ça offre quand même pas mal d'expressions. Surtout qu'il faut quand même 3 ou 4 personnes pour animer à chaque fois le masque, donc c'est quand même un artisanat très compliqué. Surtout dans le film de 90, c'est quand même Jim Henson, donc les Muppets, donc qui fait aussi l'écriture de Labyrinthe. Top du top. Il y a Farscape aussi, c'était la même équipe. Vraiment les plus pointus du genre. En termes d'émotion, on va dire, c'est les plus pointus en termes d'émotion, de mouvement, du visage, de mouvement. C'est ça. Ouais. Et donc effectivement, ils avaient des cascadeurs donc, dans les costumes pour réaliser donc les chorégraphies. Ça fait que toutes les chorégraphies de combat étaient faites à l'écran. Ce qui n'est pas être évident quand même avec ce poids. C'était la Golden Harvest en fait qui produisait. C'est des cascadeurs d'arts martiaux. C'est les producteurs des premiers films de Bruce Lee. Oui, voilà, des Jackie Chan. Malgré de jolies cascades, tu vois que ce poids justement, il les freine beaucoup. Et voilà, c'est ça on va dire ce qui fait que le film est un peu vieilli, c'est que justement, on sent que les cascades les chorégraphies sont ralenties justement pour permettre de les exécuter en bonne et due forme, j'ai envie de dire. Alors que dans la version numérique, bon, c'est de la motion capture, bien sûr, c'est des acteurs quand même qui font les mouvements, c'est de la motion capture, mais tu sens que dès qu'on doit partir dans des grosses scènes d'action, Libsman, il a les outils pour donner corps à des grosses scènes d'action. Je pense à cette scène qui se passe dans une montagne, qui est une scène ultra exagérée. Non, mais elle est magnifique. Je le conçois, mais tu sens qu'il y a quand même une liberté. Et où tu prends du plaisir. Quoi. Parce que voilà, c'est le plaisir. Tu avais quand même déjà ça dans la version 3D des années 2000, là, où tu les voyais déjà se battre un peu plus. Parce que c'est vrai que je me rappelle très bien que dans la version des années 90,
quand on filmait les combats, c'était un par un. Oui, c'était très statique. Qu'est-ce que fait Donatello? Qu'est-ce que fait Raphaël? Ah, il fait une vanne. Et qu'est-ce que fait... Et chacun faisait une vanne avec deux, trois combattants, et puis c'était tout. Et alors que là, c'est vraiment, ils sont ensemble, ils se battent vraiment au même moment, etc. C'est un peu plus fluide, on va dire. Oui, bien sûr. Ouais. Mais après, ils ont des nouvelles technologies en plus. C'est-à-dire que là, ce qu'on peut dire aussi sur leur design, c'est que c'est pas que des tortues avec des bandeaux, quoi. C'est des tortues avec des skateboards volants, des bateaux qui s'agrandissent. Voilà, c'est un peu la teuf. Graphiquement, elles sont, je pense, au-dessus de tout ce qu'il y a comme personnage, comme par exemple Shredder ou alors Splinter, qui sont vraiment moins travaillés. J'ai l'impression qu'on a tout donné dans les Tortues Ninja. Et c'est ça qu'il fallait faire, parce que je dirais qu'en termes d'héroïsme, les Tortues, la version 2014, vont au bout de leur complémentarité, ce qui n'était pas forcément le cas de la version des années 90. Et ça, c'est la frustration de ce film d'ailleurs. Mais par contre, dans tous les cas, dans les deux cas, je trouve que dans les deux films, les 4 personnalités sont bien distinctes et bien retranscrites. Même si Donatello, c'est un peu le problème, parce que Donatello n'est pas assez nerd dans la version 90, et là, c'est l'archétype. Un Donatello qui a les bras aussi gros que les miens, parce que c'est un nerd, et tu le vois avec toutes ces machines qui ne servent pas à grand chose. Non, il sort un cartoon là, sur le coup, comparé aux autres. C'est dommage. C'est mon personnage préféré avec le bâton et tout. Qu'est-ce que vous avez pensé du rajout de l'humour potache de Michael Bay, qui avait envie un petit peu que ces Tortues Ninja aient un humour un peu plus graveleux, un peu plus... C'était quand même plus enfantin dans la version. Ouais, dis donc, c'est un humour dans la version 90, il y avait un humour, mais qui n'abrutissait pas le film, en fait. Je trouve c'est un humour assez mignon, encore une fois des humours qui jouent beaucoup sur l'attachement qu'on peut avoir sur ces personnages-là, notamment Michelangelo, un peu Leonardo. Enfin, c'est encore une fois un humour très fin des années 80, très blague sur la pop culture. Il n'y a pas vraiment de gags, relativement très peu de gags visuels, à part quand Michelangelo il fait le truc des 100 balles à Leonardo. Donc tout l'humour est laissé à Michelangelo, ou presque. Visuellement, mais après, quand même, vous avez une VF, donc la vraie version française d'époque, qui est assez savoureuse quand même. et bien crue, effectivement. Vous avez des insultes qu'on pourrait plus dire maintenant, mais c'est bien, avec des bonnes voix et tout, c'est vraiment une bonne VF. Non, mais à un moment donné, il y a un gars que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a une pizza périmée. Et ils font une espèce de chanson à la mémoire de la pizza périmée, tu vois. C'est rigolo, tu vois, c'est charmant, c'est bon enfant. Là, c'est vrai que dans la nouvelle version, il n'y a plus le temps. T'as plus le temps, et surtout là, c'est vraiment des blagues graveleuses, des blagues pipi caca. Il y a une blague de paix dans le film à un moment donné. Ouais, il y a une blague de paix. Et moi, je l'attendais depuis la vraie. Il y a une vanne aussi autour d'un placement de produit vers la fin du film où tu dis bon, là, c'est vraiment Michael Bay. On nous rappelle qui produit le film. C'est sa signature en fait. C'est comment aussi est filmé Megan Fox, comment tout le monde regarde Megan Fox, c'est le petit ange sexuel. Tu réalises que les mecs se remettent toujours pas de Megan Fox et que les mecs ne peuvent pas s'empêcher de la voir comme une espèce de bombe sexuelle. Mais voilà, il la voit plus comme une femme attirante, il la voit comme une bombe sexuelle. Comme une bombe, voilà, c'est ça. C'est de la chair. Oui. D'ailleurs, Michelangelo fait un blocage sur elle. Oui, mais de base, c'est même dans ce film-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport... Si. Bon, vous préférez quand même, j'ai l'impression, la version des années 90. Est-ce que, moi, ça va être peut-être la question finale, un petit peu, pour un petit peu mettre un terme à ce débat. Est-ce que vous pensez que des gens qui ont apprécié cette nouvelle version, parce que le film a bien marché et va avoir un deuxième film qui va sortir, il a beaucoup plu aux jeunes, en tout cas, à la nouvelle génération. Est-ce que vous pensez que cette génération-là, ils peuvent aller revoir le film live des années 90 et y trouver du plaisir, ou est-ce qu'ils vont pas justement la trouver un peu vieillot, et c'est peut-être un peu nous qui avons tendance à pardonner certains défauts à cette version-là? C'est sûr que nous, on a toujours aimé la culture du sombre, la culture du dark, tu vois. Donc je pense que ce film-là sera peut-être plus pertinent par rapport à ça, mais c'est vrai que les jeunes qui aiment, les plus jeunes, les enfants qui sont habitués à quelque chose de plus léger, ils vont voir ce film-là comme un document. Ils vont dire, voilà, mon petit, il y a 30 ans, Tortue Ninja, c'était ça. C'est comme ça qu'on le... C'est un peu un documentaire sur New York. Voilà, oui, effectivement. Mais je dirais que dans 30 ans, quand ils feront un autre film Tortue Ninja, ceux d'aujourd'hui, ils vont dire, attends, c'est quoi ton truc, c'est débile, jamais les tortues arriveraient à s'envoler comme ça dans les airs. Enfin, le film est sorti en même temps que Les Gardiens de la Galaxie, qui a été un carton et qui a écrasé donc le Tortue Ninja de 2014. Tu te dis, voilà, est-ce que le Tortue Ninja sera le nouveau modèle par rapport à Gardien de la Galaxie, qui lui, visiblement, est déjà considéré comme un futur classique.
Ah oui, bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. On aura dans une autre émission. Voilà. Hein. Si on fait une autre émission, hein, mais on verra. allez voir ce film juste pour la Oui, curiosité, donc voilà. et puis replacez-vous dans le contexte. On va résumer un petit peu l'émission parce que là on est un peu en train de se disperser. Hein, j'entre dans une émission politique. Donc le temps de parole, s'il vous plaît, le temps de parole.